Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la simplification de la CSRD et le retour d'expérience de Perkin-Elmer avec Greenly. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la CSRD. Alors la CSRD, c'est quoi? C'est une directive européenne qui demande aux entreprises de reporter sur leur durabilité. Donc, en anglais, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, les entreprises vont devoir, donc selon la directive qui a été entrée dans le droit français et le droit de 20 autres pays, vont devoir reporter sur un certain nombre de critères de durabilité qui seront définis par un exercice qu'on appelle la double matérialité, qui va permettre de sélectionner les indicateurs matériaux ou pas pour une entreprise. Donc beaucoup d'entreprises se préparent à ce reporting depuis quelques années. Et pour plein de raisons d'ailleurs, et on va aborder ça aujourd'hui. Donc il y a une raison d'entrer en conformité avec cette directive, mais il y a aussi des raisons stratégiques. Et aujourd'hui, donc c'est particulièrement intéressant de discuter avec Marcus de Perkin-Elmer, qui est une entreprise américaine et pas européenne, mais avec évidemment une très forte présence en Europe. Donc on va discuter aujourd'hui des évolutions de la CSRD, de l'impact de la CSRD sur les entreprises, de comment Perkin-Elmer a relevé ce défi, quelle bonne pratique Marcus pourra partager avec nous. Comment nous, Greenly, on peut aussi accompagner. Donc c'est un peu le retour d'expérience. Et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pourrez poster dans le chat sur le petit onglet questions qu'on essaiera d'aborder à la fin de ce webinaire. Donc moi, je suis Laetitia, je suis la directrice générale de Greenly et je suis accompagnée de Marcus. Je te laisse te présenter rapidement. Merci Laetitia. Oui, donc Marcus Lothaire, je suis vice-président de la communication et de ESG pour Perkin-Elmer. Donc Perkin-Elmer, très brièvement, une entreprise américaine qui a été fondée dans les années 1930, qui a un long parcours d'innovation, notamment en matière d'instrumentation scientifique. Pour ceux qui connaissent pas bien ce domaine, peut-être que des noms comme Thermo Fisher sont un peu plus familiers. Et donc, nous opérons dans le même espace, à savoir que si vous entrez dans n'importe quel laboratoire, que ce soit dans un laboratoire de sciences de la vie ou de recherche de nouvelles énergies chimiques, batteries, etc., ou encore pour tout ce qui est les microprocesseurs, en fait, vous trouverez nos instruments qui permettent aux chercheurs de mieux analyser, par exemple, la composition ou la pureté de certains matériaux qui seront utilisés dans leurs produits et le développement de leurs produits. Et nous sommes également une entreprise de service et nous opérons au niveau mondial, donc sur les 5 continents, soit en direct, soit à travers des réseaux de distributeurs. Nos revenus se situent aux alentours d'1,4 milliard de dollars et ce chiffre d'affaires, nous le réalisons à peu près à mesure d'un tiers dans les Amériques, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. C'est évidemment pertinent dans le sens où le chiffre d'affaires, notamment en Europe, a un impact sur la qualification ou non et le besoin de reporter à travers la CSRD. Donc voilà, et nous sommes clients depuis un peu moins d'1 an avec Greenly. Merci beaucoup, Marcus. Alors, peut-être qu'on peut commencer par discuter un petit peu de la CSRD et de ses évolutions. Donc, la CSRD, ça fait quand même plusieurs années qu'elle a été votée au niveau européen, puis adaptée en droit local. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont dû entendre parler des propositions qui arrivent donc, dans le package Omnibus. Donc, il y a eu des propositions pour changer la CSRD, la simplifier. Bonne nouvelle de simplifier la CSRD, mais attention, pas à n'importe quel prix. Donc, il y a tout un tas de propositions qui ont été faites, notamment de décaler dans le temps son application, de remonter les seuils d'application et de changer les ESRS, d'introduire
un nouveau framework simplifié pour des petites entreprises. Donc, voilà, cette réglementation est en constante évolution. Moi, peut-être ma première question pour vous, Marcus, c'est comment vous abordez ces changements et qu'est-ce que ça vous… comment vous abordez votre stratégie dans un contexte réglementaire aussi variable? Alors, peut-être une réponse à deux temps. La première étant que, et je l'ai pas mis, je l'ai pas indiqué dans mon introduction, mais Perkin-Elmer, malgré le fait qu'on soit une entreprise de 85 ans, en fait, il y a 2 ans, on a été, le core business de Perkin-Elmer a été racheté en fait. Et établi en tant qu'entreprise autonome. Donc, en fait, le périmètre aujourd'hui de Perkin-Elmer était en fait une unité, une business unit au sein d'un plus grand ensemble. Et donc, forcément, quand on est établi en tant qu'entreprise standalone, on perd tous ces credentials en matière de RSE. Donc, il fallait quasiment recommencer de zéro. Le plus gros challenge, évidemment, avec ça, c'est qu'on devait aussi complètement rebâtir nos fondations opérationnelles, notamment les fonctions support. Et donc, la capacité à collecter les données, toutes les données d'ailleurs, dont on a besoin au quotidien, ça, c'est un très gros challenge. Ensuite, évidemment, en tant qu'entreprise américaine et avec un tout nouveau management, il y avait aussi une forte part d'éducation à faire, puisque en fait, il y a 2 ans, évidemment, CSRD était déjà connu, mais pas tant que ça outre-Atlantique. Donc, en fait, il y avait cette acculturation à faire. Et aussi, de notre côté, il fallait qu'on essaye de comprendre dans quelle mesure on était effectivement sujet à devoir reporter à travers la CSRD. Ce qu'on a décidé, indépendamment en fait des fluctuations et des évolutions du framework, c'est en fait de se dire, au final, en analysant évidemment la part obligatoire, c'était de regarder la double matérialité en tant que plus méthodologie pour nous en tant qu'entreprise, indépendamment, j'ai envie de dire, de la dimension obligation réglementaire, pour informer en fait et bâtir finalement notre approche ESG plus globalement à travers l'ensemble du groupe. La manière, enfin nous on a de la chance puisque on est une entreprise étrangère, mais avec effectivement des activités en Europe. Et les récentes évolutions ont fait que, au final, contrairement à ce qu'on pensait, notre trame initiale tablait sur 2026 en tant que premier exercice où on devait reporter. Il se trouve que c'est plutôt 2028 et 29. Donc nous, on a décidé en fait de s'assurer que on prenne notre temps, qu'on fasse les choses bien et surtout qu'on se focalise davantage sur, j'ai envie de dire, les plans d'amélioration plus que les dimensions reporting à proprement parler ou strictement à regarder la chose à travers l'ornière réglementaire. Mais évidemment, notamment, enfin, ma petite équipe, elle est basée à Bruxelles, donc même si la dimension géographique importe peu, c'est aussi un signal important pour dire que elle se trouve là où se prennent ces décisions-là. Donc, nous avons également notre direction juridique européenne qui est basée à Bruxelles et nous coopérons très étroitement avec différentes fonctions pour nous assurer que nous soyons tenus à jour en fait et qu'on regarde évidemment les évolutions de la CSRD. Et les experts de Greenly sont d'une très grande aide aussi en fait puisque nous ne disposons pas d'une grosse équipe ESG notamment pour justement avoir quelqu'un qui ne fasse que ça ou travaille notamment sur les sujets d'influence de ces frameworks. Vous êtes combien dans l'équipe ESG? Alors, à plein temps, 3. Enfin, moi, je partage, on va dire 2,5. On va dire plutôt 2,5. 2 plein temps.
avec moi en tant que membre du COMEX. Je représente les sujets RSE, mais comme j'ai aussi la casquette communication transformation, je n'y suis pas plein temps. Mais c'est là aussi qu'on doit se reposer davantage sur les outils digitaux, en fait, pour travailler plus efficacement. Super. Et alors, pour prendre un petit peu, peut-être faire un pas en arrière, comment vous avez décidé de choisir la CSRD comme framework de reporting par rapport à votre côté américain? Justement, je pense que c'est une question qui est assez intéressante. Et comment vous avez embarqué tous les parties prenantes, notamment aux États-Unis, sur ce framework et ce projet? Alors, je pense que c'est une question complexe, dans le sens où, premièrement, comme je vous disais, il y avait ce sujet d'acculturation. Et ensuite, il fallait évidemment établir notre data pool pour mieux comprendre où on en était, pour néanmoins pouvoir répondre aussi aux divers besoins de reporting qu'on avait. La CSRD ne s'appliquant pas encore à nous, c'est un peu un sujet encore un peu lointain, j'ai envie de dire. Par contre, là où en fait on a regardé d'assez près, puisqu'on a aussi des obligations contractuelles avec certains de nos clients qui exigent des niveaux soit de performance, des seuils de performance mesurés par un score EcoVadis par exemple, mais aussi en fait notre actionnaire qui est donc un fonds private equity, mais structuré à travers un fonds. Donc nous avons aussi des investisseurs à travers le monde et notamment des fonds souverains qui exigent aussi une certaine visibilité. Donc, nous avons également une obligation de transparence et de reporting vis-à-vis notre actionnaire. Donc, et je rajouterai à ça le fait que nous opérons dans plusieurs verticaux, des industries fort différentes. Il y a aussi là j'ai envie de dire des spécificités et des frameworks spécifiques à certaines industries où nous devons également commencer à reporter à travers ces frameworks-là, spécifiquement demandés par nos clients. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, vu cette hétérogénéité en fait de frameworks, s'ajoutant évidemment à cela aussi certains cadres réglementaires dans les juridictions spécifiques dans lesquelles on opère, que ce soit au Canada, aux États-Unis, malgré l'évolution récente au niveau fédéral, il y a encore la Californie qui est assez stricte en termes de et j'ai envie de dire qui se rapproche quand même au niveau de sa philosophie à la CSRD. Mais on a donc comparé différents frameworks, SASB étant un autre, enfin vous les connaissez, mais on s'est finalement dit que le framework le plus complet reste la CSRD. Donc, aspirons à en fait à utiliser cette méthodologie-là, à structurer nos données en fonction de la CSRD, qui restera quand même aussi le plus grand et plus complexe travail à faire une fois qu'elle s'appliquera à nous, pour qu'on soit prêt en fait à facilement ensuite plugger les informations que nous avons collectées et structurées en fonction de la CSRD, grâce aussi à identifier aussi nos priorités à travers la double modalité, facilement dans d'autres frameworks de reporting. Donc c'est en fait décider d'identifier le framework le plus mature, si je puis dire, et le plus complet, pour ensuite facilement pouvoir se dire, bon, les autres frameworks, on arrivera facilement à extraire du travail qu'on a fait pour la CSRD, pour synergiser, si je puis dire, pour les autres obligations de reporting. Merci. Et alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ça c'est la charge des directeurs RSE, surtout dans des petites équipes comme la vôtre, de devoir faire des reportings dans plein de frameworks différents. C'est quand même quelque chose qu'apporte la CSRD. C'est une simplification en soi d'avoir un unique framework qui deviendra la référence. Donc c'est en général très encourageant pour les équipes ESG. On entend beaucoup ça.
Ma prochaine question, bon, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet sur comment vous avez vraiment commencé votre exercice de CSRD. Donc, j'imagine dans l'ordre, la double matérialité, puis collecte de données. Mais ça peut être intéressant de donner votre retour d'expérience sur étape par étape. Oui, alors je pense que en fait le début était chaotique, hein, pour être tout à fait honnête, dans la mesure où on avait, comme je vous ai dit, notamment des contrats. On a hérité des contrats d'avant l'acquisition, et du coup en fait on n'était plus capable d'honorer en fait ces clauses de performance RSE, et donc on a eu clairement des conversations avec ces clients-là. Qui nous signalait très clairement qu'on avait relativement peu de temps pour mettre ces choses-là en ordre. Donc, on a là aussi, j'ai envie de dire, grâce à Greenly, et puis quelque part, c'était aussi le pied à l'étrier pour engager le COMEX, en fait, et obtenir leur soutien, ce qui n'était pas le cas avant, pour dire, c'est très simple. Si nous ne sommes pas capables de faire le reporting CDP, SBTI, EcoVadis, etc., c'est très simple. En fait, on va commencer à perdre des renouvellements de contrats. Et donc, on l'a chiffré. On a donc clairement été discuté avec les différents patrons des Global Business Units, et on a commencé à chiffrer avec des dates précises l'expiration ou le renouvellement de certains contrats services notamment. Je peux vous dire que ça, pour le coup, ça parle. Ça devient très concret. Et donc, on a stratégiquement positionné, en fait, toute notre approche RSE. On l'a structurée et emballée dans un langage vraiment business, comme vraiment un facilitateur, entre guillemets, de business, qui était donc, c'est pas un choix, c'est une obligation. Et en fait, la dimension réglementaire, on l'a mis en deuxième plan. Mais ce qui était vraiment le driver, c'était de se dire, voilà, on a besoin d'avoir une approche complète et cohérente. Et donc, on a surtout d'abord commencé avec Greenly à urgemment collecter en fait nos données. Et dans un premier temps, on n'était capable que de le faire en collectant les données financières et de faire les équivalences en termes d'émissions. C'est pas très élégant comme approche, ça on le savait, mais c'était la façon à court terme et notamment aussi avec la plateforme de pouvoir honorer à court terme nos obligations contractuelles avec les pressions clients que nous avions. Une fois que ça s'était fait, une fois qu'on avait établi, j'ai envie de dire, l'impératif RSE ou ESG en tant que dimension clé pour pouvoir opérer, pas que en Europe, mais partout en fait. Évidemment, nos clients nous demandent, et vous le savez, on fait tous partie du scope 3 de quelqu'un. Donc forcément, à partir de là, on commençait à discuter avec les différents départements, notamment les achats, etc. Donc, on a un petit peu fait les choses en même temps, en parallèle. On n'a pas fait les choses de manière séquentielle, tout simplement parce qu'on n'avait pas ce luxe-là. Donc, on a dû être un petit peu plus innovant dans l'approche. On aurait volontiers fait évidemment un workshop autour duquel on assoit le COMEX et on fait un véritable exercice de double matérialité. Pour des raisons à la fois opérationnelles, d'urgence business, etc., il n'y a pas eu cette opportunité-là. Et donc, on l'a fait de manière un peu décalée et de manière individuelle avec les membres de COMEX. Ce qui était clé, par contre, c'était le soutien de notre CEO, de notre PDG, qui clairement signait en fait un ownership de plusieurs sujets et vous le savez, la double matérialité implique l'interrogation de certaines parties prenantes, et donc chaque membre de COMEX, entre guillemets, avait un ownership de certaines parties prenantes de la double matérialité. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à aborder
ces sujets-là. Aujourd'hui, on a un taux on n'a pas encore complètement fini cet exercice-là. Mais comme je disais, on était en fait obligé de construire la voiture tout en la conduisant. Et c'est là en fait que effectivement on a eu ce challenge aussi de devoir travailler avec le groupe au niveau global et un groupe qui ne connaissait pas grand-chose à ces sujets-là. Donc il y a eu cette approche-là très décentralisée. Ça prend un peu plus de temps malheureusement. Mais si on faisait les choses de manière séquentielle, on n'y serait pas encore en 2029. Donc, on a privilégié cette approche-là. Maintenant, j'ai un peu perdu le fil rouge sur ta question, Laetitia. C'était, on parlait de l'ensemble de la collecte de données, etc., et du process. Oui. Donc, oui, oui. Et donc, effectivement, je pense que à la base de tout ça, comme je vous le disais, c'était effectivement la collecte de données. Ça nous permet d'avoir aussi des conversations plus crédibles, j'ai envie de dire, dans le sens où dès lors que vous positionnez la RSE ou le sujet ESG en tant que sujet business, vous êtes obligé d'adopter en fait speak with data, comme on dit souvent chez nous au sein de l'entreprise. C'est que en fait, il n'y a pas de place pour des suppositions, des opinions qui ne sont pas renforcées avec la data. Et donc, c'est à ce niveau-là que effectivement, on a pu travailler avec la plateforme de manière assez utile. Et aujourd'hui, on a bien établi l'impératif RSE au sein de l'entreprise et la collecte de données se fait relativement naturellement. On a encore pour, en tout cas, l'exercice 2024, un mix qui n'est plus du tout basé sur des données financières, mais sur effectivement des données d'activité à proprement parler, de consommation, etc. Je crois aux alentours de 70% de notre impact total. Donc, c'est effectivement au cœur de notre opération. C'est aussi pour ça que en fait nous sommes en train de recruter un data analyst qui ne fait que effectivement de l'analyse de données, notamment qui a aussi cette capacité à travailler avec la plateforme Greenly, mais aussi les autres systèmes d'information du groupe. Ça marche. Moi, ce que j'adore dans l'approche de PerkinElmer, c'est vraiment la manière dont vous avez réussi à en faire un sujet business, en fait. Parce que c'est un sujet business. Le ESG, c'est un sujet de durabilité, mais pas dans le sens, pour le bien dans le monde. C'est la durabilité de l'entreprise, c'est sa compétitivité aujourd'hui et sa capacité à survivre dans le marché demain. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel quand on embarque les parties prenantes en interne dans ce projet. Donc ça, tu nous as bien expliqué comment tu l'as fait en mettant des chiffres dessus de business. Donc je pense que ça, c'est des super idées pour tous les responsables ESG qui nous écoutent. Il y a aussi certains de nos clients ou de nos partenaires qui ont des relations avec leurs banques qui leur imposent, ou en tout cas qui leur demandent quelles sont leurs politiques en matière de durabilité pour leur donner des taux d'intérêt plus avantageux. Est-ce que toi, tu as eu cette expérience ou alors vous, c'était client pur Je pense qu'on n'y est pas encore. En fait, on a la plus grosse scale-up du monde, dans le sens où ça fait 2 ans, on a 2 ans d'existence avec une marque de 85 ans et une maturité effectivement opérationnelle qui est celle d'une très grosse start-up et avec toutes les contraintes évidemment que l'on peut y connaître, vu la taille de l'entreprise et la complexité de l'entreprise. Donc, au niveau finance, on n'a pas encore eu ces conversations directement avec nos banques, du fait aussi que on a un setup qui est un peu particulier puisque nous sommes une entreprise détenue par un fonds private equity. Donc, en fait, beaucoup de ces relations-là sont aussi gérées à travers un desk RSE du fonds. Private equity directement. Donc, en fait, juste avant de me connecter pour ce webinaire,
j'avais une conversation avec la responsable RSE du fonds Private Equity, New Mountain Capital, avec qui on coopère beaucoup. Et donc là, pour le coup aussi, je crois que nous sommes la plus grande entreprise au sein du portefeuille sous gestion de ce fonds-là. Et en fait, on échange beaucoup de best practices, etc. Je pense que au fur et à mesure que l'entreprise ajoutera à sa croissance organique une croissance externe, les conversations avec les financières vont effectivement arriver. Maintenant, la question, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là, sur ces sujets-là, aux États-Unis, puisque nous travaillons beaucoup avec des institutions financières américaines. Et donc là, pour l'instant, comme vous le savez, il y a on va dire une évolution. Enfin, évolution, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais il se passe beaucoup de choses où, en fait, là aussi, on doit être attentif à comment positionner en fait notre approche RSE. Super. Merci pour ce témoignage. Et qu'est-ce que tu penses de l'aspect plus global et la manière dont est reçue les discussions RSE en ce moment avec les récentes nouvelles? Donc, je pense aux États-Unis, vous avez Trump, nous, on a Omnibus, mais comment défendre? Quels sont tes arguments quand on te dit que c'est plus à la mode, quelque part, de faire de la RSE? Alors, je pense qu'il faut bien savoir choisir ses batailles. D'abord, RSE, ou ESG, c'est l'acronyme que nous utilisons, qui est aussi un terme un peu plus orienté finance. Et encore, il y a des discussions en cours sur est-ce qu'on ne ferait pas évoluer en fait cet acronyme vers plus des termes comme de la résilience plutôt que de juste appeler ça de la ESG. Mais très clairement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, au sein de la ESG, qui aux États-Unis fait beaucoup de vagues, c'est la dimension diversity, equity and inclusion. Et ça, très clairement, je pense que là, les conversations, il faut, pour les entreprises européennes qui ont un gros footprint aux États-Unis, je pense que il y aurait intérêt à avoir une conversation, notamment au niveau juridique, avec un cabinet d'avocats spécialisé pour voir comment positionner en fait ce sujet-là. Nous, en fait, on a pris évidemment du fait de notre nationalité américaine, si je puis dire, en tant qu'entreprise, c'est de se dire voilà, on va faire une politique DE&I, on va dire globale, qui est très générique et qui effectivement, au niveau de son langage, évite certains mots-clés. Donc, très clairement, elle est très générique. Est-ce que, pour le coup, pour bridger le fait qu'on est évidemment qu'on opère dans beaucoup de juridictions qui n'ont rien à voir avec les États-Unis et qui ne sont pas forcément sur le même trend que les États-Unis, on travaille avec les différentes unités nationales, donc nos filiales, qui opèrent en Europe ou ailleurs, pour bien comprendre quelles sont les obligations sur ce sujet-là, parce que au-delà de la CSRD, il y a des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, même si elle n'est plus membre de l'Union européenne, mais qui ont, en plus de ce framework-là, des obligations peut-être encore plus spécifiques avec lesquelles on doit aussi être compliant. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer en fait des policies qui ne fonctionnent que pour la France, mais qui se réfèrent à la politique globale du groupe et qui, du coup, en fait, sont une expression plus par rapport aux besoins nationaux spécifiques. Donc, c'est un template qu'on utilise et qu'on ajuste. Vous connaissez la fameuse règle 80-20, donc 80% de commonalité, 20% de spécifique. Exactement. Donc, on prend un peu cette approche-là. Ok, super intéressant. Et alors, peut-être pour revenir dans le détail de votre
de votre CSRD. Est-ce que vous avez réfléchi à le faire tout seul avec Excel? Comment vous avez décidé, comment vous en êtes venu à la décision de prendre un outil pour vous aider à gérer votre compliance et votre tracking ESG? Alors, je pense que très rapidement, ce qui est apparu, c'est que déjà, il faut savoir organiser en fait son plan de collecte de données. Ça va poser les bonnes questions de quelles sont les datas que j'ai besoin de collecter. Et même si au début, en fait, on s'est beaucoup orienté par rapport à notre actionnaire qui avait une plateforme, mais en fait, qui nous satisfaisait pas entièrement par rapport à la complexité de notre business et ni à leur méthodologie. Et on s'est très rapidement dit, il faut qu'on trouve autre chose. Et comme on avait à l'époque, en tout cas quand on a commencé, il y avait que moi et quelques volontaires au sein du business qui dédiaient une part de leur temps au sujet RSE, à la collecte de données. Donc, une fois de plus, la décision de travailler avec Greenly, en fait, c'était aussi de se dire, on travaille avec une plateforme européenne, entre guillemets, qui très clairement est capable de structurer, en fait, d'organiser, nous aider à structurer, à organiser la collecte de données, puisqu'il nous manquait aussi, en fait, cette expertise in-house. Donc, il y avait à la fois un sujet expertise et le sujet capacité, en fait, tout simplement, le fait de devoir collectionner les données nous-mêmes, c'était juste pas possible. Aujourd'hui, on a une approche un peu hybride puisqu'on doit toujours, en fait, on a toujours l'obligation de reporter notre footprint à travers l'outil de notre actionnaire. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on utilise donc le template Excel de Greenly pour faire la collecte de données centrale. Et puisque c'est un template Greenly, ça se upload très facilement dans la plateforme Greenly et donc on a toutes les capacités d'analyse et de structuration des données telles que l'outil le propose. Et on est par quelques mesures simples capable de faire quelques changements aux données et aux fichiers Excel pour le rendre compatible à l'autre plateforme. Donc, il n'y a pas encore cette connexion entre, évidemment, des plateformes concurrentes. Et donc, en attendant, nous, on utilise Excel, mais il faut toujours un point d'ancrage. Et je pense que ça, c'est important. Il faut one source of truth, comme on dit, pour votre pool de data. Et pour nous, on a très clairement décidé que ce sera donc au sein de cette plateforme, au sein de la plateforme Greenly. Ok, super. Bah, merci pour tous ces témoignages. Je vois qu'on n'a toujours pas de questions dans la partie questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, mais on va les aborder à la fin. On est en petit comité, là, on est une douzaine de personnes, donc n'hésitez pas, on peut aller profondément dans les sujets. Peut-être, avant de passer aux questions, s'il y en a qui arrivent, Marcus, tu peux nous donner tes key recommandations, donc peut-être les erreurs que tu as fait à ne pas reproduire ou les shortcuts que tu as su trouver dans ton expérience pour aider les personnes qui vont s'embarquer dans ce voyage à faire. Oui, mais je pense que très rapidement, en fait, au début, on se dit, il y a la pression de l'obligation contractuelle ou la pression de l'obligation réglementaire. Et je pense que ça, c'est une pression négative. Donc, essayer de forcer le business à travailler sous cet angle-là. Et je pense que c'est véritablement pour le coup une question de langage. Comment positionner en fait l'impératif RSE et ESG. Oui, les mots sont importants et la manière dont on le présente. Et je pense que au début, on l'a clairement abordé sous l'angle de la pression réglementaire. On est obligé de. Mais en fait, très rapidement, on a fait ce pivot vers un langage plus orienté business comme accélérateur en fait potentiel de croissance. On n'en a pas trop parlé, mais il y avait aussi le sujet en fait, puisque bon, nos instruments de travail, notamment avec des produits chimiques qui
sont pas forcément très environment friendly. Donc, on a là aussi commencé à travailler avec à la fois nos clients et notre département R&D pour regarder comment est-ce qu'on peut rendre nos instruments plus écologiques, que ça soit dans leur consommation d'électricité, qui sont pour certains des générateurs de plasma, donc ça consomme potentiellement beaucoup, mais potentiellement aussi à utiliser d'autres matériaux chimiques pour créer la réaction nécessaire en fait au sein de l'instrument. Et là, pour le coup, là, on a une conversation différente, même si en arrière-plan, en fait, il faut là aussi, et ça c'est peut-être la deuxième recommandation, très vite s'organiser pour collecter les données. Je pense que ça, il faut surtout pas attendre. Et je pense aussi, notamment pour peut-être qu'il y a parmi vous des entreprises plus petite taille et avec des équipes et des moyens plus réduits, c'est effectivement de ne pas attendre à bien structurer, planifier sa collecte de données avec un plan projet très clair et avec des deadlines réalistes aussi. Ça c'est l'autre chose, c'est-à-dire que il faut aussi travailler en fonction de ce que le business est capable de fournir et pas toujours uniquement en fonction en fait de votre plan initial. C'est-à-dire que vos deadlines préférés, c'est évidemment fournissez-moi ces datas au plus vite d'ici 2 semaines. Ça marche assez rarement. Donc, il faut essayer de travailler en fait un plan plus réaliste. Et si vous avez du retard sur certains sujets, surtout là aussi, pas hésiter à avoir une conversation franche avec les parties prenantes, que ce soit au niveau réglementaire. Nous, on est arrivé avec quasiment 1 an de retard sur sur notre reporting CBAM, sans que ça nous ait nui, puisque on a engagé les conversations au bon niveau. Et pareil avec nos clients. Pour l'instant, on n'a pas encore été pénalisé par nos clients pour ne pas encore être au niveau de leurs attentes, même contractuelles. Donc, il y a là aussi une forte dimension de négociation et de la gestion des attentes, en fait. Il faut que ce soit réaliste. Donc, oui, je ne sais pas si avec ces 2 éléments-là, je pense que c'est pas forcément des erreurs qu'on a faites, mais on a mis peut-être trop de temps à le réaliser, à la mettre en place. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte que c'est effectivement la bonne approche. Donc, adopter un langage business autour de votre stratégie RSE et planifier la chose de manière réaliste, même si à la limite, vous prenez un risque sur certains retards. Et cela implique effectivement que vous négociez et discutiez avec vos parties prenantes externes notamment pour bien gérer les attentes. Super. Donc, je vois que du côté de PerkinElmer, en tout cas, le sujet de la durabilité a été vraiment adopté comme un sujet clé de la stratégie, communiqué tel quel en interne avec les… Je te vois un peu hésiter, c'est parce que c'est un voyage. On a fait beaucoup de progrès, mais on n'y est pas encore. Mais ouais, on est en bonne voie en tout cas. Mais oui, non, mais c'est bien que ce soit vu, enfin en tout cas que tu aies réussi à embarquer, peut-être pas tous, mais certaines personnes en interne sur le sujet comme un sujet stratégique et voilà, financier, de résilience pour l'entreprise. De l'autre côté, avec les parties prenantes externes, donc vos clients, vos financiers, et comment en fait vous avez transformé ce qui peut être considéré parfois comme quelque chose qui peut peser, comme un poids, la compliance légale, en un levier stratégique pour vous différencier et devenir plus compétitif dans votre marché. Tout à fait. Et je viens de penser à une autre chose. Et peut-être que ça peut vous servir. Au mois de décembre l'année dernière, je crois que c'est le Boston Consulting Group a sorti une étude sur l'impact sur les marges d'entreprises dans différents secteurs, dans différentes géographies et différents niveaux de maturité. Et en fait, l'impact peut être énorme. Si vous retardez, en fait, le sujet c'était quel est l'impact si vous retardez votre transition avec une stratégie
très clair en place. Et l'impact était évalué entre négatif, était donc sur un impact négatif de la EBITDA entre 25 et 50% en fonction de où est basée l'entreprise et dans quel secteur elle est active. Donc là, une fois de plus, et pour ceux qui connaissent un peu le monde du private equity, l'indicateur EBITDA, c'est le alpha et l'oméga. Et donc, si vous commencez à leur dire, regardez, ça c'est des sources externes. Ça impacte la valorisation. Exactement. Là, tout le monde comprend. Donc, cash business, et c'est pour ça que c'est absolument clé d'avoir non pas une posture idéaliste de sauveur de planète, entre guillemets, même si de facto vous pouvez tout à fait, et j'encourage cela, avoir ces convictions. Mais si vous travaillez au sein d'une entreprise, c'est aussi en fait pour la rendre meilleure, meilleure à tous les niveaux, pas que au niveau de son impact RSE, mais aussi au niveau de son impact produit et réduire l'impact environnemental. En effet. Bah, je propose de conclure sur cette partie et voir si ça va encourager certains de nos participants à poser des questions. Donc, pour conclure sur ce qui a été présenté, donc la CSRD, c'est une opportunité stratégique pour se positionner sur le long terme en tant que leader de son marché. Vous conseillez aussi d'anticiper cette mise en conformité pour en réduire les coûts, de commencer quelques années plus tôt et préparer vraiment le terrain pour cette transformation d'entreprise que ça représente et d'adresser ça à travers des outils pour faciliter la transition et réduire la charge administrative. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure la session ? Non, je pense que tu l'as bien résumé et effectivement, s'il y a des questions, je suis volontiers aussi prêt à continuer cette conversation sur d'autres plateformes du type LinkedIn. Donc, voilà. Alors, est-ce que certains des personnes qui nous écoutent ont des questions ? Pas tellement de questions. Certains s'y connaissent en CSRD. Je vois qu'on a Dolly Betmi qui était avec nous, avec Greenly, au Parlement européen en début de semaine et qui racontait elle aussi son expérience en CSRD avec Greenly. Donc, ce que vous avez dû dire résonne beaucoup probablement pour elle. Je vois qu'on a Mathilde Forin d'un fonds de private equity, donc qui a dû bien comprendre ce qu'on disait sur l'EBITDA, les valorisations, et peut-être aussi ce que ressentent vos fonds d'investissement qui vous poussent dans cette démarche. Oui, et je pense d'ailleurs que notamment l'initiative Omnibus, personnellement, je la salue parce que tout ce qui peut réduire en fait la charge et l'investissement, le coût de reporting, qui est aussi en fait de mes objectifs au sein de l'entreprise, c'est d'optimiser vraiment le coût de la collecte et du reporting de notre impact. Tout le temps ou de ressources qu'on ne passe pas sur les reporting, on peut le passer sur l'amélioration, les initiatives d'amélioration. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'entreprises, et notamment si vous avez un discours que vous prenez plus par la dimension contrainte, obligation, on est obligé d'investir dans du reporting. Voilà, enfin, ça vous apportera, à mon avis, beaucoup de frustration, puisque vous aurez probablement la réponse ou une attitude d'un COMEX qui verra ça plus par la ligne de la contrainte plus que par l'opportunité. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'encourage tout le monde, et c'est aussi là que ma double casquette en matière de communication est utile, puisqu'on peut aussi embarquer le reste de l'entreprise à travers un plan de communication autour de la RSE et l'aligner clairement aussi sur le sujet de la value proposition de l'entreprise et l'aligner avec la mission. Alors, on a une question. Merci beaucoup, Virginie. Je débute dans le domaine de l'environnement de l'entreprise. Le CSRD inclut-il le bilan carbone uniquement? Quelles autres données? Est-ce que
Tu veux la prendre, Marcus, ou j'y vais? Non, non, vas-y, vas-y. Je pense que c'est plus dans ton domaine que le mien. Alors, donc la CSRD, c'est un ensemble d'indicateurs sur tout l'ESG, donc environnement, social et gouvernance, qui sont réunis par thème, qu'on appelle les ESRS, European Sustainability Reporting Standards. Et donc, dans la partie environnement, il y a évidemment un bilan carbone, mais il y a aussi tout un tas d'autres indicateurs sur le carbone, mais la biodiversité, l'eau, les déchets. Et autres dans la partie environnement. Dans le social, il y a les employés, les politiques sociales, etc. Et dans la gouvernance, tout ce qui concerne voilà, les instances de gouvernance d'une entreprise. Et donc, ça fait beaucoup de données. Au total, dans donc la version actuelle de la CSRD, il y a 1200 points de données possibles. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Mais heureusement, toutes les entreprises n'ont pas besoin de reporter sur tous ces points de données. Pour les plus petites entreprises, en général, il n'y a que 20% des points de données à reporter. Et puis, plus l'entreprise est grosse et a un impact sur son environnement, plus elle aura de points de données à reporter. Et ça, c'est défini par un exercice qui s'appelle la double matérialité, où on va regarder quels sont, donc double parce que quels sont les impacts de l'environnement sur la performance de l'entreprise et quel est l'impact de l'activité de l'entreprise sur son environnement. Et en fonction de ça, ça va définir quels sont les indicateurs à reporter ou non. Puis je pense qu'il y a aussi, en fait, souvent, et notamment, on pourrait penser que la plateforme Greenly, du fait que ce soit très orienté sur la collecte de données environnementales, qui, je pense, sont le plus difficile, c'est le plus gros du travail. La collecte des autres données, donc c'est pour ça que je préfère la ESG, donc environnementale, c'est une chose, c'est le plus gros pilier, social et de gouvernance, c'est relativement facile à obtenir. Je dis relativement facilement puisque généralement entre le juridique, les fonctions juridiques et les fonctions RH ont notamment les systèmes en place pour pouvoir extraire en fait ces informations-là. Mais le plus complexe, ça reste effectivement l'environmental, toutes les datas environnementales, et je pense que c'est là qu'effectivement un soutien est nécessaire pour gérer ces dimensions-là. Merci Virginie pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se dévouent? Sinon, on peut aussi terminer ce séminaire 10 minutes plus tôt que prévu, enfin ce webinaire, pardon, 10 minutes plus tôt que prévu. Je laisse encore peut-être une minute le temps de taper s'il y a d'autres questions. Mais sinon, je voulais aussi prendre ce temps pour remercier Marcus qui a eu la gentillesse de bien vouloir partager son expérience aujourd'hui, mais aussi hier sur une version de ce séminaire en anglais. Donc merci beaucoup Marcus, c'est très valuable, comme on dit en anglais. Ça a beaucoup de valeur pour tous les gens qui nous écoutent. Généralement, c'est moi qui peine avec le français, donc voilà. Super, travailler dans les deux langues. Mais voilà, merci beaucoup pour tout ça et on a un merci dans les commentaires. Et donc, je termine cet événement 10 minutes plus tôt que prévu. Merci beaucoup. À bientôt. Et, au revoir. Au revoir.